Question sur ta conception de l'apprentissage. Tu illustres déjà ton inquiétude concernant ta vision de l'apprentissage par projet dans ta conclusion. Après avoir été en stage, crois-tu qu'il est encore réaliste dans notre système d'éducation de faire de l'apprentissage par projet tout en répondant aux exigences du ministère? Mais premièrement, dans mon stage, je me suis surtout basé sur ce que mon prof avait déjà établi. J'ai trouvé ça difficile de déroger à sa routine pédagogique, puisque les élèves étaient habitués à un mode de fonctionnement, et si on essayait de trop déroger, bien, on avait souvent des questions à savoir ben, pourquoi est-ce qu'on le faisait comme ça. Donc, je suis vraiment resté sur le magistral que mon enseignant faisait, c'est-à-dire créer un PowerPoint et leur faire prendre des notes de cours sur certains éléments précis du PowerPoint. Donc, je pense que si on veut faire de l'apprentissage par projet, il faut tout d'abord habituer les élèves dès le début de l'année à cette méthode d'apprentissage. Donc, euh, les habituer graduellement, les mettre dans des plus petits projets et ensuite faire des plus gros projets pour que vraiment l'apprentissage par projet fonctionne. Euh, J'aimerais vous partager une anecdote lors de mon stage. Je me rappelle qu'il y avait des élèves qui, eux, avaient déjà vécu de l'apprentissage par projet et qui avaient demandé à mon enseignant associé, comme, hey, est-ce qu'on va faire des projets? On aimerait ça, c'était le fun. Et c'est mon enseignant associé qui devait leur dire, non, vous êtes en secondaire 4, maintenant on fait plus ça des projets. Donc, on voit que si des jeunes sont habitués à cette forme d'apprentissage, bien, ils vont être à l'aise à poursuivre là-dedans. Donc, je pense qu'il est possible de faire de l'apprentissage par projet au secondaire, mais qu'il y a vraiment plusieurs difficultés. Premièrement, le nombre d'élèves dans les classes rend ça beaucoup plus difficile à gérer. Lorsque tous les élèves sont juste, disons, amorphes dans ta classe parce qu'ils t'écoutent parler, eh bien, c'est beaucoup plus facile de faire de la gestion de classe que lorsqu'ils sont réunis en équipe et qui parlent entre eux, qui essayent d'échanger entre eux et qui essaient d'apprendre entre eux, justement. Sinon, il y a aussi vraiment la barrière pour chaque enseignant de sortir de cette sorte de zone de confort qui est le magistral pour aller vers des méthodes où est-ce que l'élève est plus impliqué, où est-ce que l'élève est plus actif, mais qui est beaucoup plus difficile à gérer. Pour un enseignant, comme je l'ai dit, la gestion de classe va être plus difficile, mais aussi au niveau de l'évaluation, comment je fais pour savoir si le projet représente réellement les acquis, les compétences de mes élèves. C'est beaucoup plus facile de mettre une question A, B, C, D, puis de se dire, ben, s'il l'a pas, il l'a pas. Donc, un projet, c'est vraiment beaucoup plus difficile à évaluer. Sinon, un gros problème qui a été soulevé notamment dans la question, c'est les exigences du ministère. Le ministère demande un examen de fin d'année en secondaire pour les secondaires 3 et 4. Donc, je trouve que ces exigences-là demandent un contenu assez spécifique souvent et que là, par l'apprentissage par projet, on n'est pas sûr que ce contenu-là va être abordé. Donc, je pense que l'apprentissage par projet peut être très bien, qui peut amener les élèves à s'impliquer, à développer eux-mêmes leurs acquis, mais qui peut pas être utilisé seul dans une classe. Si utilisé seul dans une classe, je pense qu'on va passer à côté de certaines informations qui sont essentielles au niveau du ministère. Donc, l'apprentissage par projet doit toujours être soutenu par un retour au niveau de l'enseignant sur les éléments euh, plus essentiels. Donc, un petit retour magistral avec une prise de notes de cours. Ce qui m'embête aussi, c'est que je pense que l'apprentissage par projet serait beaucoup plus facile à appliquer en secondaire 1 et 2, puisqu'il n'y a pas d'examen du ministère à la fin de l'année, mais ils sont plus jeunes, donc ils sont moins, disons, compétents à coopérer, à travailler en équipe. Donc, c'est quelque chose que je trouve un peu moche. Puis, si je pouvais conclure brièvement la question, là, je continue à penser que c'est mieux d'avoir une forme d'enseignement qui va impliquer les élèves, euh, mais que je suis encore une fois conscient que le magistral est beaucoup plus facile. Donc ma vision n'a pas vraiment changé suite à mon stage. Je suis encore dans l'idée que il faudrait faire autre chose que du magistral, mais que ça va demander un petit kick, une énergie pour passer au travers du confort. Donc oui, je pense qu'on peut faire de l'apprentissage par projet. Dans ta conception de l'apprentissage, tu mentionnes qu'en conservant son authenticité, un enseignant ne peut pas plaire à tous les élèves. Alors que dans une autre de tes conceptions, tu mentionnes que l'importance des liens affectifs avec les élèves est important pour qu'ils puissent s'intéresser à la matière. Ma question est donc la suivante. Comment ferais-tu pour vendre ta matière sans ce lien affectif? Bien, premièrement, j'ai réalisé qu'en tant qu'enseignant, il faut savoir s'adapter
à nos différents élèves. Donc ma réponse va peut-être sembler un peu moche, mais je pense qu'il ne faut pas rester authentique, puisque si on reste authentique et qu'on vraiment on reste sur nos positions, sur nos valeurs, sur nos idées, eh bien c'est là qu'il va y avoir une certaine forme de confrontation qu'il va y avoir avec les élèves. Donc en tant que professionnel, je pense qu'on doit nuancer ses propos pour essayer de s'approcher un petit peu plus de leur réalité à eux, essayer de comprendre ce que eux ils pensent, et ainsi peut-être, avec des propos nuancés, pouvoir les faire travailler leur réflexion. Donc, dans le but d'avoir ce lien-là affectif avec tous les élèves, je pense que ce qui est important, c'est le respect et l'écoute. Donc, si un élève partage des propos qui vont à l'encontre de ce que moi je pense, eh bien, ce que je dois faire, c'est respecter l'élève, pas nécessairement ses propos. Si ses propos sont irrespectueux, pas nécessairement respecter les propos, mais respecter l'élève, l'écouter. Et une fois que ça c'est fait, là, je vais pouvoir le questionner, l'amener à réfléchir à pourquoi il tient ces propos-là, essayer d'apporter des nuances et ainsi vraiment développer une belle relation avec l'élève et pouvoir l'amener à avoir un lien affectif avec moi et un respect envers moi et envers ma matière. Lors d'un stage, j'ai toutefois réalisé que certains des élèves n'étaient pas vraiment ouverts à développer un lien affectif avec l'enseignant associé. Il y a, par exemple, un élève que je le voyais du fond de la classe, j'ai l'impression qu'il avait toujours l'air de me faire la baboune. Je savais pas trop pourquoi. Quand j'en ai parlé à mon enseignant associé, il m'a dit: Ah, c'est normal, lui, il a toujours l'air fâché, mais il réussit bien en classe, ça va bien. Donc, j'ai réalisé que oui, le lien affectif est très important dans le but de bien transmettre la matière, d'avoir un bon contact avec les élèves, mais que c'est plus important dans certains cas que dans d'autres. Il y a des élèves qui vont rentrer dans ta classe et qui vont déjà être intéressés par la matière, qui vont déjà avoir une certaine forme d'autodiscipline et qui vont bien faire les travaux, qui vont bien écouter et qui n'auront pas nécessairement besoin d'avoir un lien affectif avec l'enseignant pour effectuer la tâche demandée. Alors que d'autres élèves, eh bien la matière, ça les intéressera pas. Et c'est ces élèves-là que c'est plus important d'essayer de développer ce lien-là affectif pour que même si la matière ne l'intéresse pas, eh bien qu'ils veuillent faire les tâches pour te faire plaisir. Il y a un élève qui a notamment dit à mon enseignant associé j'aime pas l'histoire, mais je t'aime toi. Et je le fais pas parce que j'aime la matière, mais je le fais pour te faire plaisir. Donc, même si les raisons, dans ce cas-ci, sont pas nécessairement les bonnes pour travailler en histoire, on voit que par le lien affectif, l'enseignant peut amener l'élève à travailler, à développer ses compétences historiques, et bien que ce soit pas le mieux, bien qu'il n'aime pas l'histoire encore, c'est tout de même quelque chose qu'on peut souhaiter face à un élève qui n'est pas intéressé du tout. Parfait. Tu expliques dans ton analyse de la compétence 12 que tu as eu de la difficulté à t'imposer lorsque des élèves étaient légèrement discriminatoires envers d'autres élèves, puisque ce n'était pas ma classe. Lorsque ta prise en charge en stage 2, as-tu réussi à t'approprier les différents groupes de ton enseignant associé et comment as-tu réagi face aux situations discriminatoires? Je trouve la question très intéressante parce que j'ai notamment eu une discussion avec deux filles dans un de mes groupes, puisque elles restaient à la fin de la période et de loin, je les ai entendues tenir justement des propos discriminatoires. L'une d'entre elles disait que tous les Noirs à Sherbrooke étaient dans les réseaux de prostitution. Donc là, j'ai entendu ça au loin et je me suis dit, je vais intervenir dans la discussion, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai justement utilisé ce dont je parlais dans la deuxième question, la technique de respecter la personne malgré des propos qui sont irrespectueux, de l'écouter, d'essayer de comprendre et ensuite d'essayer justement de la questionner, de nuancer ses propos. Donc, justement, elle tenait ces propos-là au début, je les questionnais à savoir ben, pourquoi tu dis ça. Moi, je connais des gens qui sont noirs, qui sont pas dans des réseaux de prostitution. J'ai des élèves dans mes classes qui sont noirs, puis ils se comportent comme tout le monde, tout va bien. Et je l'ai justement amené à nuancer ses propos. Elle a commencé avec tous les noirs sont dans des réseaux de prostitution à les noirs que je connais sont dans des réseaux de prostitution. C'est pas le meilleur, mais au moins les propos ont été nuancés. Je pense qu'il y a un certain travail intellectuel qui a été fait et qu'on pourra poursuivre
dans le but d'un petit peu enlever ces préjugés-là. Donc, mon stage m'a notamment montré que l'opposition directe aux élèves, ça allait rien apporter. Si j'étais allé voir l'élève en disant tes propos sont discriminatoires, c'est pas le genre de propos que tu dois tenir, qu'est-ce que tu fais, tais-toi. Ben, l'élève se serait juste refermé sur elle-même, elle n'aurait pas réfléchi à à son propre comportement, et ça ne l'aurait pas amené à cheminer. Elle l'aurait peut-être intériorisé pour le ressortir dans des situations plus privées, mais c'est tout de même ce qu'elle aurait continué à penser. Donc, je pense que face à des propos discriminatoires, j'ai eu une réaction qui était adéquate, soit d'être à l'écoute de l'élève et de l'amener à cheminer intellectuellement au lieu de vraiment l'attaquer directement. Aussi, justement, en écoutant la personne, par l'amenant à nuancer ses propos, en lui posant des questions, on arrive à conserver le lien affectif qui est si important pour la transmission de la matière. Et on est même capable de développer la conscience citoyenne. J'ai l'impression que à la fin de la discussion que j'ai eue avec ces élèves-là, eh bien, elles étaient plus proches d'avoir une bonne conscience citoyenne qu'au début de la conversation. Et c'est un de mes buts. Lorsque tu me demandes comment je réagis face aux situations discriminatoires, ben, j'ai activement, selon moi, lutté pour essayer de les éradiquer, notamment avec mes capsules d'éducation à la citoyenneté, parce que j'ai parlé notamment des normes sociales et que j'ai parlé des privilèges dans la société. Donc, avec ces capsules-là, je suis venu un petit peu démystifier qu'est-ce qui faisait qu'il y a des gens qui l'avaient plus difficile, d'où venaient certains préjugés, et justement, comme quoi c'est pas toutes les normes sociales qui sont bonnes. Et je pense que les commentaires des élèves ont été vraiment positifs face à ça. Il y a notamment 2 élèves qui m'ont écrit des commentaires qui viennent justement dans ce sens-là, de réussir à lutter contre la discrimination dans mes classes. Je vais vous les lire. Un des élèves qui m'a dit « J'ai vraiment aimé les capsules à la fin, surtout celle du 100$. » Ici, ça fait référence à celle sur les privilèges. Je me reconnaissais dans celui des privilégiés et le fait que j'envie souvent les autres de ma classe, car j'aimerais l'avoir plus facile. Bravo, c'était inspirant. Et un autre élève, je vais me rappeler des capsules à la citoyenneté. Je trouve qu'il est plus difficile de juger les gens grâce à ça. Donc ça, la deuxième notamment, qu'il est plus difficile de juger les gens face à ça, c'est vraiment me chercher puisque ça me montre que d'une certaine manière, j'ai réussi à faire un changement dans la mentalité des jeunes, que j'ai réussi à m'approprier justement un lien affectif avec ces jeunes-là et que j'ai réussi à faire cheminer leur mentalité pour qu'il y ait un peu moins de discrimination dans ma classe.